c'est en cas d'urgence. Vous avez donc des portes de sortie, deux ici et deux ici. Voilà, j'ai fait mon devoir. Je voulais vous dire aussi que ce soir, nous avons le privilège d'assister à une représentation de Chiche l'Afrique, un texte écrit et interprété par Gustave Agappo, une mise en scène de Thierry Blanc et une production du Tarmac Scène Internationale Francophone. Pour des questions techniques, le spectacle a été adapté à la scène du théâtre Wright. Et je voulais aussi vous prévenir que pendant le spectacle, il y aura des coups de feu enregistrés et réels dans le spectacle. La seule émission où les hommes politiques disent la vérité, car nous leur donnons l'occasion de commenter eux-mêmes l'actualité. Alors, mesdames et messieurs, nous serons bientôt en direct et sur ce plateau même, vous aurez la chance de vous trouver à quelques mètres d'une belle brochette de présidents africains, essentiellement francophones, accompagnés chacun d'une petite délégation de 30 militaires légèrement armés. Ils sont présents dans les coulisses. Je vous demande de les applaudir très fort. Pour des raisons de sécurité, je tiens quand même à préciser que cette émission est complètement bidon. Et toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé serait une perversité de votre esprit. Dans la mesure où je joue tous les personnages et que je ne ressemble à personne d'autre que moi-même, bien sûr. Mais ceci étant bien clair pour tout le monde, grâce à la magie du spectacle vivant, nous aurons le bonheur d'accueillir le gratin des présidents africains. Nous commencerons par Omar Bongo, suivi de Houphouët-Boigny, accompagné de Paul Biya, Charles Taylor, Charles de Gaulle, Jacques Foccart, Blaise Compaoré, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, François Bozizé, Nassimé Eyadema, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, et le tout nouveau président du Mali, François Hollande, Blaise Compaoré, Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wazabanga. Traduction, le coq qui ne laisse passer aucune poule. Et Thomas Sankara. Alors,
Alors là, mention spéciale pour ce Che Guevara africain qui avait pour devise « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Eh bien, à force de le chanter sur tous les toits, ça n'a pas raté, certains l'ont pris au mot, criblé de balles. Et sur son acte de décès, ils ont écrit « Décédé de mort naturelle ». Ah, c'est qu'ils ont quand même un sens pointu de l'humour, ces gens-là. Mort naturelle. Et le plomb, il est né avec. Ah, ces gens-là, il ne faut jamais les prendre au premier degré. Ah non, c'est du 4e degré, et encore avec sous-titrage. Ça me fait penser à un officier de la garde rapprochée de l'ex-président togolais Nassimbe Eyadema qu'il a appris à ses dépens. Un jour où Eyadema était de bonne humeur, après avoir sabré sa dose quotidienne de 12 bouteilles de champagne, il ordonne à ses militaires de lui ramener un certain instituteur dont il donne le nom. Thomas Sankara disait que militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Pour des raisons de sécurité, moi je n'en dirais pas autant. Hein. Moi je pense que l'Afrique, les militaires sont des gens très gentils. Ils sont au 4e degré. Et ils sont adorables, plomb à notre service. Et moi, Togo, j'ai des amis militaires, hein. Alors, quelle est la différence entre un militaire et un ami militaire? Bah, un militaire, c'est quelqu'un qui vous tabasse sans raison, alors qu'un ami militaire ne vous tabasse jamais sans bonne raison. C'est-à-dire en raison d'État ou en raison de quelqu'un qui lui donne plus d'argent que vous. Donc, en général, un ami militaire est un bon investissement, même si, en particulier, il peut s'avérer que non. Mais, dans tous les cas, en Afrique, pour jouir d'une bonne santé, franchement, il n'y a rien de mieux qu'un ami militaire. Notamment à l'aéroport, pour éviter la longue queue. Faites-vous des amis militaires? Alors, ceux d'entre vous qui ont déjà eu le bonheur de visiter mon grand et beau pays, le Togo, je précise Togo et non pas Congo, ont sans doute remarqué qu'au niveau des contrôles de passeport et faciès, il y a 2 lignes. D'un côté, une longue queue qui avance lentement au fur et à mesure qu'on y meurt de chaleur. Et de l'autre, une petite fille qui passe vite. Alors, je ne sais pas qui a copié qui et qui fait quoi sur qui, mais en France, c'est pareil. On y trouve aussi la petite file avec le panneau passeport européen, et puis sous la mention autre passeport, l'interminable ligne qui n'avance pas aussi sûrement que lentement, où l'on retrouve des visages plutôt bronzés, et qui en raison du plan Schengen seront scannés, échographiés, disséqués de la tête aussi. Chers amis, c'est à cet endroit-là de l'univers qu'on mesure l'importance de l'individu suivant sa nationalité. Alors que les Européens sont traités comme de la merde, comme s'ils n'existaient pas, à peine si le douanier leur accorde un regard. Les autres, les non-européens, eux, bénéficient de l'attention des douaniers qui palpent leur passeport, tatillonnent admiratifs chaque recoin de leur visage, engagent avec eux une conversation passionnante et pleine de sollicitude sur le but de leur voyage, leur curriculum vitae, leur famille, leur arbre généalogique, les raisons du départ, la date du retour. Et puis parfois même, ces douaniers n'hésitent pas à aller chercher d'autres collègues pour voir dans quelle mesure écourter le séjour de ce pauvre malheureux à qui sa famille manque certainement déjà. On sait que pour les Africains, la famille compte beaucoup. Et puis parfois même, les douaniers ne résistent pas à la tentation de prolonger cette passionnante conversation dans un petit local privé. Oui, monsieur, nous allons reprendre depuis le début. Bien. Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous venez faire en France? Vous parlez français? Oui, j'ai bien entendu. Vous êtes le président du comité franco-malien sur l'émigration et conseiller technique du président Mamadou Toumani Touré. Comment? Ce n'est pas Mamadou, mais plutôt Amadou. Bon, d'accord. Mamadou, Amadou, on va pas en faire tout un couscous non plus. Hein. Pourquoi Touré? Ce n'est pas Toumani Touré?
Bon, écoutez, monsieur, que ce soit tout Mali, tout Congo ou tout Tombouctou, Touré, franchement, j'en ai d'autres comme vous à fouetter et je ne veux pas y passer toute la journée. Mais pourquoi vous vous énervez, monsieur? Ah bah oui, mais moi je ne connais pas votre président du Mali, là. Ce n'est tout de même pas ma faute, il y en a tellement de présidents africains. Et puis avec tous ces coups d'État, ça change tout le temps. Et personnellement, je n'ai jamais été accompagnateur de classe d'expulsion au Mali. Ah, j'ai fait le Sénégal, ah, c'était pas mal, hein. Oh, Burkina, ah oui, ça j'ai adoré. Mais pas le Mali. Ah, mais peut-être qu'avec vous et un peu de chance... Bon, allez, reprenons. Vous parlez français? Oui, monsieur, j'ai compris. Vous êtes le président du comité franco-malien sur l'immigration et conseiller technique de votre président-là. Vous le répétez tellement que je ne risque pas de l'oublier, mais ceci ne répond pas à ma question. Parlez-vous français? Mais enfin, monsieur, je vous pose une question, répondez à ma question, c'est tout simple. Je vous parle français tout de même. Je ne vous parle pas chinois, là. Pourquoi vous non plus? Écoutez, monsieur, si vous voulez faire le malin, on vous renvoie à Mali. Eh bien, finalement, monsieur Bassirou Diarra n'a pas été renvoyé au Mali. Évidemment, comme tout bon diplomate, il avait un riche carnet d'adresses et quelques coups de fil en fin de compte. Voilà. Mais vu la situation actuelle au Mali, ça tombe sous le sens que l'Afrique n'a pas besoin de diplomates, mais de militaires. Mais enfin, ouvrez les yeux. 20 ans de stabilité politique et démocratique dans un pays africain, c'est pas très naturel. Et ce ne sont pas les 50 braves militaires togolais envoyés au Mali pour soutenir la CEDEAO et sécuriser les zones d'Areva au Sahel qui me contrediront. Ah, le Togo, le Togo. Le Togo où, pour raccorder les wagons de mon histoire, nous en sommes au moment où le président Eyadema, après quelques bouteilles de champagne, ordonne à ses militaires de lui ramener l'instituteur, Dardar, exécution avant réclamation. Comme tout bon militaire, il s'empresse d'obéir avant de réfléchir. Mais quelques heures après, ne les voyant pas revenir, Eyadema tonne pour en savoir davantage. L'officier responsable de la mission se présente. Excellence! Bon, nous avons amené le prévenu, hein? Nous l'avons correctement interrogé. Il a d'abord voulu faire son petit malin, mais finalement, il a reconnu tous les crimes qu'on lui a très gentiment demandé de reconnaître. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi? Je vous ai, n'est-ce pas, demandé de l'amener parce que je voulais le nommer inspecteur de l'enseignement du premier degré. Excellence, que vous avez dit exécution avant réclamation, on a compris qu'il fallait l'exécuter après l'avoir dosé un peu. Eh bien, je peux vous assurer que vu l'état dans lequel il s'est retrouvé, le pauvre instituteur, c'est lui qui a eu besoin d'être très souvent inspecté par la suite. Ah, les amis militaires. Trop serviables, ces gens-là. Alors, à l'aéroport, pensez bien leur donner quelques francs CFA. Ok? En fait, définition de CFA. Oui. C'est belle la culture francophone, hein? Bon, bah, moi j'ai tout mon temps, hein. Si vous êtes prêts, vous me dites. Comment? Colonie française d'Afrique. Ça, c'est quelqu'un qui a déjà vu le spectacle. Effectivement, colonie française d'Afrique. Bon, en même temps, ça, c'était pendant la belle période de la colonisation. Après les indépendances, exit colonie française d'Afrique, welcome to communauté financière africaine. Ça, c'est la magie africaine. On n'invente rien, mais on récupère tout. En tout cas, une chose est sûre. Avec les indépendances, l'Afrique était mal partie, mais la France est bien restée. Alors là, j'entends déjà la voix des irréductibles incrédules qui disent « Ouais, on connaît la chanson, esclavage, colonialisme, repentance, misérabilisme, blablabla, blablabla. » Je me permets de vous lire un extrait du traité de défense signé entre la France, la Centrafrique et le Congo le 23 novembre 1960.
les forces armées de chacune des parties contractantes ont la faculté de circuler sur le territoire, dans l'espace aérien et dans les eaux territoriales des autres parties contractantes, d'organiser les exercices et manœuvres nécessaires à leur entraînement et d'utiliser l'infrastructure portuaire, maritime et fluviale, routière, ferroviaire et aérienne. À quand la présence de troupes congolaises sillonnant la douce France? Des navires de guerre centrafricains sur la Seine? Des avions de chasse africains patrouillant le ciel français à la recherche des indépendantistes corses? Les Corses sont là dans la salle, hein? Heureusement qu'avec les festivités des 50 ans des indépendances africaines, le 14 juillet 2010, Biya, Congo, Chassou et autres ont pu s'amuser avec leurs armées sur les Champs-Élysées. Vous savez, il y a encore des gens qui pensent vraiment que l'Afrique a eu son indépendance. Hein? Alors qu'en réalité, il s'agit d'intérêt dépendance. Intérêt pour les uns, dépendance pour les autres. Parce que j'aimerais vous signaler que dans les années 40, les nègres tirailleurs ont spontanément volé au secours de la France, la mère patrie, menacée par la barbarie nazie. Alors, on aurait pu croire qu'il s'agissait là d'un geste désintéressé, mu par la reconnaissance filiale. Que nenni! C'est mal connaître l'esprit perfide de ces indigènes qui, à peine la guerre finie, réclamèrent plus de droits. Ce qui, à terme, aurait entraîné l'accession à la citoyenneté française pour des millions et des millions de nègres. Heureusement qu'un homme s'est levé pour clamer haut et fort: veut-on que la France devienne la colonie de ses anciennes colonies? Merci au sénateur et académicien Édouard Herriot de nous avoir ouvert les yeux. Vous vous imaginez une France où il y aura plus de noirs que de blancs? La capitale de la France serait Brazzaville. Le 16e ressemblerait à Barbès. La communauté blanche serait une minorité visible. Marine Le Pen, une chef séparatiste. Éric Zemmour s'appellerait Mamadou Zemmour. Obama, président de la France. Tous les Gaulois auraient pour ancêtre les Zoulous. L'équipe de fou serait à l'image de la France, de même que la télé, le gouvernement et l'Assemblée. La France sera un pays sous-développé. Cerise sur le gâteau, il n'y aurait pas de sans-papiers. Et moi, cela ne m'aurait pas permis de faire la transition pour vous parler des problèmes de papier de son Excellence, Feu Omar Bongo, ancien président du Gabon, devant l'Assemblée générale de l'ONU en mai 2007. Vous m'excuserez, mais je crois que certains papiers de mon discours a disparu. Bon, alors je vais devoir me débrouiller tout seul. Eh bien, je disais que... Mais qu'est-ce que je disais déjà? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il y a des choses que l'on dit, mais que l'on ne fait pas. J'ai entendu le président du Venezuela parler. Il a dit beaucoup de
de choses. Moi, je n'en dirai pas autant. Je dis tout simplement que nous avons créé des parcs. Et ces parcs nationaux sont à la disposition de tous ceux qui veulent venir investir au Gabon. Avec nous, il y a beaucoup d'autres pays que l'on appelle les pays du bassin du Congo. Or, depuis que nous avons créé ces parcs, et depuis que nous parlons de la... Depuis que nous parlons de la biocité, et depuis que nous parlons de la biocité, personne ne vient. Or, qu'est-ce que nous avons comme richesse? Hein? Pétrole. Pétrole, ça, il y en a assez. Qu'est-ce que nous avons encore comme richesse? Et la forêt. Mais il paraît qu'il y a des écologistes. Il paraît qu'on ne peut pas toucher à la forêt, soit. Alors nous avons trouvé le moyen de faire le parc. Et ces parcs nationaux, c'est l'écotourisme. C'est pourquoi, on donne du Gabon d'abord, parce que c'est mon pays, ensuite de mes collègues du bassin du Congo, nous vous demandons, nous vous lançons un appel à toute la communauté internationale pour que le bailleur de fonds se penche sur ce problème et fasse chez nous ce que nous avons fait chez nous, non, ce que vous avez fait chez nous, dans le cadre du tourisme, parce que vous en avez besoin, de la forêt, du carbone, bon, et puis l'accord de Kyoto est là. C'est pourquoi je vous invite tous à venir investir au Gabon dans le cadre des parcs nationaux. Je vous remercie. Merci, grand merci à son Excellence Omar Bongo qui nous a appris un nouveau mot, la biocité. Et de nouvelles règles grammaticales sur lesquelles nous reviendrons très prochainement dans une émission en compagnie de Bernard Pivot. Ah, oui, alors, merci aussi à Bernard Henri Lévy, qui aime beaucoup l'Afrique et qui aide beaucoup les Africains. Savez-vous que pendant qu'il dirigeait la BECOM, Société d'importation de bois précieux africains, il a aidé beaucoup de ces bois précieux à s'arracher de la misère du continent pour trouver une place beaucoup plus attrayante dans les salons de milliardaires. Il en a tellement fait qu'on lui a décerné le titre de pilleur de la forêt africaine. Et il a aussi témoigné d'une grande affection pour ses ouvriers. En 2000, le Forest Monitor, ONG spécialisée dans la lutte contre la déforestation, publiait un rapport dans lequel il est noté que les ouvriers de BHL étaient considérés comme des semi-esclaves. Gloire à BHL et à la BECOM qui les ont libérés de leurs conditions d'esclaves pour les élever au rang de semi-esclaves. Alléluia! Quoi qu'il en soit, les Français peuvent dire un grand merci à Bongo. Car sans Bongo, il n'y aurait pas eu Sarko. Écoutons l'aveu même du jeune retraité qui est réputé pour toujours dire la vérité. Parce que moi, en tant que président, je dis toujours ce que je fais et je fais toujours ce que je dis. Même si parfois je ne sais pas ce que je dis, et d'autres fois je ne sais pas ce que je fais. La France sait ce que je dis. Les Français savent ce que je fais. Parce que je dis toujours aux Français ce que je fais toujours ce que je dis. Je dis toujours ce que je fais, je fais toujours ce que je dis. Je dis toujours
toujours ce que je fais, je fais toujours ce que je dis. Ouais, c'est bon, monsieur le président, on a compris. Bon, alors, qu'avez-vous dit à propos des concours? Je vais vous faire une confidence. Venez, approchez. Moi, je dis toujours la vérité aux Français, mais les Français ne me comprennent pas toujours. Par exemple, quand j'avais dit aux Français, travailler plus pour gagner plus, je ne parlais pas du tout des mêmes personnes. Ah ouais, d'accord. Effectivement, vu sous ce temps, ce n'est pas lui qui a menti, c'est nous qui avions mal compris ses promesses. Mais revenons-en au sujet qui nous préoccupe. D'accord. Figurez-vous qu'à la veille des élections présidentielles de 2007, qui est le sacré président, plus grand président de toute la France, j'étais parti voir Papa Bongo. Pourquoi? Ben, je vais vous dire. Parce que j'étais dans la même situation que lui. J'avais des élections qu'il me fallait gagner coûte que coûte, afin de pouvoir... Monsieur le Président, en faisant causer de Bongo, très utile les conseils, surtout après les élections, pour mater les manifestants. Mais remarquez, hein, moi la franche tomba, je la comprends. Si j'étais à la place des manifestants, j'aurais aimé être Fouquet avec moi. Mais bon, pour ça, il faut rocher. Hein. Et si vous n'êtes pas content, eh bien cachez-vous. En tant que président, je vous le dis, la France, M. Sarkozy, tu la quittes. Monsieur le Président, sur votre respect, vous n'êtes plus président. Ah bon? Je ne suis plus président? Non, non, monsieur. Putain. J'avais oublié. Je n'arrive toujours pas à m'y faire. C'est bien dommage qu'il soit mon papa Bongo. Sinon, il m'aurait filé quelques conseils, et surtout un bon crédit pour rester au pouvoir coûte que coûte. Parce qu'avec tous les conseils que je veux avoir au cul, un petit quinquennat de plus, moi, ça m'aurait bien arrangé. Eh bien, cher public, la mort de la langue de bois en politique, vous en aviez rêvé, Nicolas Sarkozy l'a fait. Ah oui, parce que moi, en tant que président, je dis toujours ce que je fais, je fais toujours ce que je dis, je dis toujours ce que je fais, et je fais toujours ce que je dis. Ouais, c'est bon, monsieur le président, là, bonjour, allez, au revoir. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est turbulent. Oh. Oh là là, il m'a fatigué, lui. Mais quand même, je trouve que les Français sont durs, hein. 5 ans seulement, et puis hop, viré. Vous savez que, vu d'Afrique, 5 ans, ça fait vraiment service minimum. L'Afrique. Je sais. Je sais bien que parmi vous, il y a des mauvaises langues qui prétendent que l'Afrique serait en retard sur tout. Eh bien, en matière d'élection, l'Afrique est en avance sur tout le monde. Les résultats des scrutins sont connus la veille même. Qui dit mieux? De plus, les chefs d'État africains sont tellement brillants qu'ils n'obtiennent que des mentions très bien. Seul Chirac, avec son modeste 82%, approche des sommités africaines, elle caracole autour des 90 et plus. Quand je pense que les Français refusent de travailler 2 petites années de plus, alors que les présidents africains, eux, n'hésitent pas à repousser leur départ à la retraite. Au Tchad, Idriss Déby, 21 ans. Allez, qui dit mieux? Qui dit mieux? Oui, oui, monsieur Ben Ali de Tunisie, combien? 21 ans aussi? Bon, écoutez, monsieur Ben Ali, si vous ne pouvez pas surenchérir, c'est bon, Ben Ali dégage. Non, 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 madame Michel Ali Omari, ce n'est pas la peine d'insister, monsieur Ben Ali n'est plus un dictateur fréquentable. Et puis, rassurez-vous, il existe plein d'autres endroits paradisiaques pour les vacances en famille, ok? Allez, on reprend les enchères. Allez, allez, qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux? Mais combien? 25 ans pour qui? Blaise Compaoré du Burkina Faso. Bon, 25 ans, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Mais ça peut encore grimper. Allez, allez, qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux? Mais combien? 28 ans pour Denis Sassou Nguesso du Congo. Très bien, 30 ans pour Paul Biya du Cameroun. 32 ans, très bien, 32 ans pour Mobutu de la RDC. 32 ans, une fois. 32 ans, 2 fois. Allez, je tente. 33 ans. Kepona,
33 belles années de pouvoir sans partage, ça ne se refuse pas. Allez, quel preneur? Oui, 33 ans! 33 ans pour refouer le palier de la Côte d'Ivoire! Oh! 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 42 ans, mesdames et messieurs! 42 ans ex-aequo, quelle belle envolée! 42 ans ex-aequo pour Nassimé et Adéman du Togo, Omar Bongo du Gabon et Muammar Kadhafi de Libye, adjugé. Mais Kadhafi, 42 ans, hein. Si ses amis de la CIA et de la DCRI ne l'avaient pas laissé tomber à la toute dernière minute, il aurait pu faire beaucoup plus Kadhafi. Heureusement qu'avec les salafistes, les contrats français sont sains et saufs. C'est l'essentiel. Reconnaissons-le, Chirac a raison lorsqu'il dit « Chers compatriotes, de la métropole, de l'outre-mer, de l'étranger, français, française, burkinabé, burkinabaise. Il faut bien que les dictateurs africains gagnent les élections, sinon ils n'en feront plus. Cher ami président Blaise Compaoré, qu'en pensez-vous? Non mais Jacques, nous essayons de construire dans notre pays la démocratie. Mais il ne faut pas oublier que ce qui importe pour nos peuples, c'est la stabilité pour le développement. Cependant, nous entendons très bien tous ceux qui nous réclament plus de démocratie et nous y travaillons. Et on peut même dire que de jour en jour, la démocratie est effective dans la vie de chaque Burkinabé. Oui, au Burkina Faso, nous avons la démocratie partout. À l'exécutif, le parti au pouvoir est le Congrès pour la démocratie et le progrès. Au Parlement, nous avons la démocratie parlementaire. Nous organisons des symposiums internationaux sur les pratiques de la démocratie. Nous avons mis en place un programme de bourse pour la démocratie. Nous travaillons de concert avec les ONG pour la démocratie. Nous allons bientôt construire le palais de la démocratie, des boulevards de la démocratie, des WC publics démocratiques, des centres de détention démocratiques, des jus de gingembre démocratiques, des poulets bicyclettes démocratiques, des ballons de football démocratiques. Et tout dernièrement, nous avons eu à faire face à quelques petites mutineries démocratiques que nous avons réprimées très démocratiquement. Et actuellement, nous étudions la possibilité d'une modification constitutionnelle pour l'élection d'un régime démocratique composé de ma modeste personne en 2015. On peut dire qu'au Burkina Faso, la démocratie, ce n'est pas un vain mot. Mais tout de même, Monsieur le Président, il y a quelques zones d'ombre dans votre démocratie. L'affaire Norbert Zongo, par exemple. Ce journaliste d'investigation assassiné, paraît-il, sur ordre de votre propre frère. Manifestement, ce n'était pas une très bonne question démocratique. Monsieur le journaliste, il n'y a ni bonne ni mauvaise question. Il y a des questions auxquelles on peut répondre. Et des questions auxquelles, malgré toute notre bonne volonté, on ne peut pas. Mais en réalité, la seule vraie question qui se pose dans une démocratie intègre comme la nôtre, c'est la question de l'alternance. Et il nous faut une vraie alternance. En effet, nos concitoyens sont fatigués de voir toujours les mêmes têtes. Au bout de 25 ans, il est plus que temps de changer. Il faut renouveler la classe politique. C'est pourquoi j'ai décidé de limiter le mandat des opposants à un quinquennat et de mettre à la retraite tous les vieux opposants afin de donner sa chance à la jeune génération. Bien entendu, la porte du gouvernement reste ouverte à tous les anciens opposants qui souhaiteraient apporter leur contribution à l'édification de notre démocratie. Eh bien, en langage codé, ça veut dire, mais vous les opposants là, vous ne savez pas qu'il y a un temps pour tout? Un temps pour s'opposer et un temps pour se poser et manger.
On vous dit que le gâteau est là. C'est maintenant qu'il faut le manger pendant que vous avez encore de bonnes dents. Vous savez, en Afrique, la corruption est un véritable fléau. Alors, la France, soucieuse de l'avenir du continent, a décidé d'organiser en Afrique un stage sur la gestion saine et rigoureuse du bien public dans l'espace décentralisé. Ce stage sera animé par un collège d'experts français choisis pour leur expérience de gestionnaire intègre à tous les niveaux. Ils auront 4 semaines pour en finir avec la corruption. Vont-ils y parvenir? Première semaine sur le thème « Gestion saine et rigoureuse du bien public dans l'espace décentralisé », espace type la mairie, animé par Jacques Chirac. Deuxième semaine sur le thème « Transparence et lutte contre les rétrocommissions », animé par Édouard Balladur, assisté de Nicolas Sarkozy. Et pour la loge des frères initiés, troisième semaine animée par les services secrets pakistanais. Thème, règlement, solde, liquidation des actifs gênants, écoute et apuration de tout compte. Et enfin, pour terminer, quatrième semaine, masterclass, probité morale par Charles Pasqua. Il en savait un peu trop. Alors, je vous préviens. C'est qui, vous savez, apprennent ce que nous sommes censés ne pas savoir, que nous savons parfaitement tous, mais que eux ne doivent pas savoir que nous savons. Je dirais que je n'en sais absolument rien. Est-ce que c'est clair? Bonjour, mon poutou. Ça va, Paul? Bien. Alors, je vous ai apporté un petit cadeau. Alors, excusez-moi. Ce sont mes petites cigares, je les aime bien. Bon, en ce qui concerne la probité morale, première leçon. Vous pouvez dire n'importe quoi, mais pas n'importe qui. Parce que les promesses des hommes politiques n'engagent que ceux qui les écoutent. Ensuite, très important à savoir, pour tout homme politique, protéger sa probité morale est un devoir républicain. Alors, quelles que soient les affaires dans lesquelles vous trempez, ne vous mouillez jamais seul. Comme ça, de peur que toutes les têtes ne tombent, personne ne balance les copains. C'est une petite technique que j'ai mise au point. C'est ma porte secrète que je vous livre ici. Je l'ai nommée la technique de l'Angola Gate. Messieurs Jacques Chirac et Dominique de Villepin en savent quelque chose. Bien. Bien, chers amis stagiaires, élite de l'Afrique, ne vous inquiétez pas. Pour mettre en pratique les leçons de ces 4 semaines de formation, la France et son armée seront à vos côtés. Bien. Cela m'amène à apporter brièvement
le droit d'ingérence. Bon, l'ingérence, qu'est-ce que c'est? Alors, personne n'est fichu de me le dire. Ben, je veux dire. L'ingérence, c'est aussi simple que compliqué. Des fois, on intervient, des fois, on n'intervient pas. C'est clair. Par exemple, Darfour, non-ingérence, aucun intérêt. Autre exemple, Rwanda, globalement, non-ingérence, sauf cas particulier. Par exemple, l'exfiltration de la veuve du président Habyarimana, très bon ami de la France, ainsi que de quelques braves génocidaires rwandais. Autre exemple, pendant la guerre de 1997 au Congo, non-ingérence lorsque l'écrivain Emmanuel Dongala, menacé de mort, demande le secours de la France, aucun intérêt. En revanche, ingérence pour protéger Elf et l'indépendance pétrolière française. Est-ce que tout le monde a saisi la petite nuance? Elle me faisait chier ces cigales. Est-ce qu'on peut continuer? Je vais bien. Nous allons aborder un cas un peu plus complexe, le Togo. En 1963, en ingérence, inutile de secourir le président Olympio, père de l'indépendance togolaise, parce qu'il ne nous aime pas. En plus, ce couillon, il voulait quitter la zone française. Par contre, son assassin et successeur, Yassine et Atema, comme tout serviteur de l'armée coloniale, manifeste une profonde francophilie. Donc, ingérence à chaque fois qu'il faut lui apporter un coup de main. À lui ou à son fils, qui lui a d'ailleurs très démocratiquement succédé. Bien, chers amis stagiaires, je ne voudrais pas monopoliser la parole, alors je vais la passer à ceux d'entre vous qui auraient des choses à nous dire. Oui. Non, monsieur. Ah, je sens que ça frétille du côté du Cameroun. Allez, vas-y, Paul Biya. Approche. Ne sois pas timide, hein. Je vais quand même pas te manger. Étant donné que moi, Paul Biya du Cameroun, je suis l'élève le plus dynamique de la classe. J'avais même déjà commencé à mettre en pratique les leçons de ce stade. Bon. Il est vrai qu'à la faveur de la crise économique, les Camerounais sont devenus de véritables champions des tricheries, des escroqueries et des gambisteries. Mais au lieu de manger petit, ils ont le ventre plus gros que le Cameroun. Il faut que cela cesse. Et depuis que j'ai lancé l'opération anticorruption, tous les jours, les Camerounais m'écrivent pour faire Congo ça sur les actes de détournement des uns et des autres. Mais si je les prenais au mot, il n'y aurait pas assez de place en prison pour tout ce beau monde. Tous les Camerounais écrivent à Paul Biya, les uns signalant les autres, donc la moitié des Camerounais accusent l'autre moitié et vice-versa. Et si on fait la somme des deux moitiés, le résultat c'est que tous les Camerounais sont corrompus, à l'exception d'un seul, le papa lui-même. C'est pourquoi, à vrai dire, ça ne m'a pas du tout étonné lorsque j'ai gagné encore une fois haut la main les dernières élections d'octobre 2011. Très bien, Paul. Très bonne application pratique. Bien, on va lui mettre un B+ pour l'encourager. Mais qu'est-ce qu'il y a encore, vous? Vous allez continuer à nous emmerder toute la soirée? Mais ce type-là, il est là tous les soirs, il nous emmerde. Bien. Chers amis stagiaires, pour détendre l'atmosphère, nous allons aborder un cas un peu plus cocasse, avec notre camarade Maître Abdoulaye Wade du Sénégal. Rappelons les faits si vous voulez bien. La petite valise ostentatoire qui fait mal. Eh bien, notre cher camarade Wade,
au lieu de protéger sa probité morale, remet au vu et au su de tout le monde une valise de 100 000 € au représentant du FMI en fin de mission au Sénégal. Eh bien, mon cher roi, nous n'allons pas vous applaudir. Il faudra même vous mettre un peu de plomb dans les cervelles. Non, 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 non. Je voudrais dire qu'il ne s'agit pas de corruption, mais de tradition. Chez nous, on appelle ça la teranga. C'est-à-dire qu'en Afrique, lorsque quelqu'un qui est resté longtemps chez vous vous quitte, vous devez lui offrir un petit cadeau. Mais à monsieur le représentant du Fonds monétaire international, n'allons tout de même pas remettre une vulgaire pintade. Vous savez, c'est la presse qui a mal interprété nos intentions. Chez nous, les gens, ils disent ceci, ils disent cela sans chercher à comprendre. Par exemple, on dit que Maître Abdoulaye Wade s'est contredit. Que Maître Abdoulaye Wade a été élu en faisant campagne pour le changement et qu'après, Maître Abdoulaye Wade, il a dit que le Sénégal n'est pas prêt pour le changement. Mais où est la contradiction? Ça veut dire tout simplement qu'entre-temps, Maître Abdoulaye Wade a changé. Alors là, Maître Wade, quelle jolie leçon d'enfumage politique. Ça c'est bien plus. Bon, en même temps, vu la branlée que vous avez ramassée lors des dernières élections, votre baragouinage, ça n'a pas l'air d'avoir convaincu grand monde. Qu'est-ce qu'il y a encore vous? Allez-y, allez-y. Sinon, il va nous casser les bonbons jusqu'à demain. C'est notre camarade, Laurent Gbagbo. Le pauvre, il se prend toujours pour le président de la Côte d'Ivoire. Enfin, le pauvre, c'est relatif. Avec tout ce qu'il a mis de côté, nous n'allons pas le plaindre. Mais tout de même, avec l'âge, aucun homme politique n'est à l'abri de ça, mais finir sa vie à terme de présidentialité aiguë, je ne le souhaite à personne. Parce que le traitement est très carabiné. 4 ogives homicides par jour, par voie rectale. 2 le matin, 2 le soir, je peux vous dire que ça fait mal. Bien, mon cher Laurent, allez-y, vous avez 30 secondes, pas plus, hein. Ne vous éternisez pas, on vous connaît. Mais il me semble que quand vous étiez jeune et révolutionnaire, vous avez dit quelque chose du genre, celui qui a le pouvoir est toujours tenté d'en abuser, toujours tenté de le garder pour lui seul. Eh bien, mon cher Laurent, les paroles s'en vont, seuls les hommes restent bien en place, hein, mon cher Laurent. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? D'abord, il faut ressentir ce débat. Vous êtes là, vous parlez d'ingérence. Mais l'ingérence, là, ça veut dire quoi? Si ton ami te demande de venir l'aider, tu viens. Mais s'il ne te demande rien, pardon, il faut rester chez toi. Il ne faut pas venir promener ton seul droit dans l'affaire d'autrui. En 2002, là, c'est moi-même, Laurent Gbagbo, j'ai demandé aux Français de venir stopper les rebelles. Mais venir stopper les rebelles, ça ne veut pas dire qu'il faut venir stopper Laurent Gbagbo, ou bien vous les Français, vous ne comprenez plus français. En tout cas, moi, je vous le dis, je suis la victime d'un complot international. Dès qu'une mouche pète quelque part, on dit que c'est Laurent Gbagbo. Quelqu'un disparaît. Comment il s'appelle déjà le journaliste français là, qui a disparu en Côte d'Ivoire? André Kiffin. On dit que c'est Laurent Gbagbo. Mais il y a des Ivoiriens qui disparaissent en France, il y a des Français qui disparaissent en Côte d'Ivoire. Où est le problème? La disparition des gens, c'est un fait naturel. En tout cas, aujourd'hui, là, moi j'attends sereinement mon jugement. Et Dieu seul sera mon avocat. Eh bien, mon cher Laurent, si Dieu est votre avocat, vous êtes mal parti. Moi, je me fierais plutôt à Maître Vergès, c'est plus sûr. Je pense que c'est votre charmante épouse, Simone, qui vous a foutu cette idée dans la tête. Moi, mon vieux père me disait, il ne faut jamais écouter les femmes. Parce que les bonnes femmes, c'est comme un miroir. Ça réfléchit, ça ne pense pas. Eh ben, la fin de la corruption, ce n'est pas pour demain. Mais revenons-en au sujet qui nous réunit ce soir, les indépendances africaines. Ils emmerdent quand même le monde des Africains. Ils ont le pain, le couteau, qu'est-ce qu'il leur faut de plus? En réalité, la seule vraie question qui se pose aux Africains, c'est comment gagner une réelle indépendance. Bien. Prenons exemple sur un pays réellement indépendant, à tout hasard, comme ça, la France. Prenons un secteur
tout hasard aussi, l'indépendance énergétique française. L'indépendance énergétique française, c'est 58 magnifiques réacteurs nucléaires, dont 34 vieillissants, mais enfin, en plus ils sont vieux, mais on les maîtrise, faisant de la France le pays le plus nucléarisé au monde. Et d'où vient cette indépendance énergétique? Les fidèles téléspectateurs de notre série Plus belle, la France du CAC 40 connaissent la réponse à cette question. Tout de suite, un résumé de l'épisode précédent intitulé Amour, gloire, Areva. Yo, 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 test on the microphone. Yo, 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 MC Areva est dans la place. Tout belle, même pour les gens qui se plaignent. Yo. Je suis vénère. Je suis vénère contre tous ces pauvres cons qui hurlent le nucléaire depuis le tremblement du Japon. Alors, sortir du nucléaire, il n'en est pas question. Pas de remise en cause, chacun de vous aura sa dose. Je suis vénère et si j'appuie sur le champignon, je vous le dis, attention, j'explose. Non mais, pourquoi trop s'inquiéter pour les générations à venir? À tous les nouveau-nés, nous offrons un radieux avenir. Entre nous, du futur, tout le monde s'en fout. C'est le présent qui vous turbine. C'est aujourd'hui que ça se joue. Les césiums à nous qui se combinent pour un joyeux concert de cellules qui prolifèrent. Mais si l'overdose te fait peur, appelle nos centrales. Ils viendront, les liquidateurs. Et pour pas que tu t'emballes, fixe ta ligne en fusion dans ton cœur sous tension. Pour pas que tout s'écroule, fous ta cagoule, fous ta cagoule, fous ta cagoule, fous ta cagoule, la chair de poule, le nez qui coule, fous ta cagoule, tout le monde, fous ta cagoule, c'est pas ma poule. Mais moi, je suis vénère. Je suis vénère contre les écolos bonbons qui prennent le retour à l'âge de pierre. Non mais vous nous prenez pour des blaireaux? Ok. Alors, allons-y, mes amis, tous à la bougie et doigts de pied en éventail. Non mais... foutez-moi ça à la centrifugeuse et au travail. Ici, pas de place pour les inactifs. Grâce au nucléaire, plus de radiation. Plein d'emplois pour tous les radioactifs. Adeptes de la taupe, nous vous soumettrons. Pour le rayonnement de la France, nous sommes légion. 3 Mile Island, les ricains l'ont eu dans le cul. Mais nous Français, on est plus forts. Tchernobyl, les Russes l'ont eu dans le cul. Mais nous Français, on est plus forts. Fukushima, les citrons l'ont eu dans le... Ah, mais nous, on n'est plus... Ah, ça, vous le dites plus fort, hein. Africhenam, Brigitte Castin, cet allemand. Pas de tremblement de terre prévu avant 200 ans. Alors nous, forcément, on s'en valait. T'inquiète, il couille là, fous ta cagoule. Fous ta cagoule, fous ta cagoule, fous ta cagoule. La chair de poule, fous ta cagoule, fous ta cagoule. Fous ta cagoule, 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 fous ta cagoule. Vive le nucléaire! Africains, Africaines, Nigériens, Nigériennes, habitantes d'Arlit, ouvriers d'Areva, pensez bien à vous acheter des caboules. Au lieu de vous lamenter parce que, soi-disant, l'extraction de l'uranium au Niger produit des résidus radioactifs présentant un niveau de radiation juste 500 fois supérieur à la normale dans l'air, que de malheureux nuages de poussière couvrent votre région, que l'eau potable est de plus en plus contaminée, mais enfin, avec Areva, vous attendiez une pluie de bonbons, quoi. Ces ouvriers d'Areva, comme ils sont drôles, hein. Et les voilà qui chipotent pour quelques malheureux cancers de poumon, quelques petits soucis de malformation de bébé à la naissance, réclamant à corps et à cri des acquis sanitaires. Pourquoi pas une augmentation de salaire tant qu'on y est? Mais c'est qu'ils en réclament des acquis salariaux.
sous prétexte qu'ils sont payés une misère pendant que le cours de l'uranium grimpe. Mais à qui donc veulent-ils qu'Areva prenne de l'argent pour satisfaire leurs misérables revendications? Honnêtement, comment voulez-vous que Areva continue à être compétitive que la France ait son indépendance énergétique, que les foyers français puissent se chauffer et s'éclairer, que les énergies françaises bénéficient d'un bas coût, que les Champs-Élysées brillent de mille feux, qu'Areva s'aventure à payer le prix normal de l'uranium, à rémunérer ses ouvriers comme il se doit, à se soucier des conséquences de ces activités minières sur leur santé, leur environnement, bref, tout ce qu'elles seraient contraintes de faire en France. Mais lui, il n'y en a pas à être en place, hein, monsieur du Niger. Vous êtes au Niger, pays indépendant où les règles ne s'appliquent pas de la même façon qu'en France. C'était bien la peine de leur donner leur indépendance à ces gens-là. Hein? Qu'est-ce que vous avez dit, madame? Si, je vous ai entendu, ne niez pas. Madame vient de dire que l'uranium sur lequel vit la France est nigérien. Vous n'y êtes pas du tout, madame. D'après les règles du commerce international, la production d'une entreprise n'appartient pas au pays où cette entreprise a implanté, mais à son propriétaire. Non, je vous le refais. Dans le cas de l'uranium, l'entreprise, c'est bien sûr Areva, le pays d'implantation, le Niger, le pays propriétaire, la France. Donc l'uranium est français, mais les problèmes de santé et d'environnement sont nigériens. C'est ça l'indépendance africaine, ou l'externalisation des coûts de l'entreprise. Il faut tout leur expliquer à ces gens-là. Hein. Alors, cher public, quelques gestes simples pour soutenir les ouvriers d'Areva, pour les encourager à travailler plus pour crever plus. N'éteignez jamais la lumière. Été comme hiver, clim et chauffage à fond. Et tant qu'à faire, Alison, plein feu sur la salle. C'est bon? Ça vous est clair? Vous avez tout compris? C'est bon, Alison, je crois qu'ils ont tout compris. Travaillez plus pour crever plus. Travaillez plus pour crever plus. Travaillez plus. Non mais, sans blague. On dirait un slogan de l'époque esclavagiste. Travaillez plus pour crever plus. On ne le dira jamais assez. La traite négrière fut la plus grande bêtise du monde civilisé. C'était un très mauvais plan d'aller chercher tous ces Africains alors qu'on aurait pu les laisser venir tout seuls. Il aurait suffi de laisser agir des dirigeants qui les exploitent pour qu'ils viennent d'eux-mêmes s'esclavager sans que l'on ait besoin d'armer les négriers pour aller les chercher. Quand on voit aujourd'hui les barques rafistolées avec lesquelles ils se débrouillent si bien contre vents et marées, on se dit « Putain, pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt ?» Heureusement que pour eux est né un homme. Il est venu à Dakar. Il les a vus, il leur a parlé, il les a convaincus. Bonjour. Je sais bien que je vous manque. Hein? C'est pour ça que moi j'ai décidé de reprendre ma liberté de parole. Et s'il y a des gens qui ne pensent qu'à m'énerver, je suis prêt à revenir leur démonter la gueule. Et à toi là, je vais te démonter la gueule. Il a eu peur, hein? Africains, africaines, je suis venu à Dakar pour vous parler avec la franchise et la sincérité que l'on doit à des amis que l'on aime et que l'on respecte. Oui, j'aime l'Afrique, je respecte et j'aime les Africains. Mais disons-le, l'Afrique a sa part de responsabilité dans son propre malheur.
Cependant, il est vrai que jadis, les Européens sont venus en Afrique en conquérant. Et bien, ils ont eu tort. Je ne suis pas venu nier les fautes, ni les crimes, parce qu'il y a eu des fautes, oui, madame. Il y a eu des crimes, oui, monsieur. Je suis venu vous proposer, jeunes d'Afrique, de rechercher ensemble le passé, mais d'en tirer ensemble les leçons pour regarder ensemble l'avenir. La jeunesse africaine doit avoir le sentiment que le monde lui appartient, comme à toutes les jeunesses de la terre. Ça veut dire qu'on aura les visas pour aller partout dans le monde. Visa il a promis, Visa il va donner, 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 Visa il a promis. Mettons-nous bien d'accord, hein? Ici c'est l'immigration choisie. Ah, il dit quoi, moi? Il dit que c'est l'immigration choisie. Mais dans ça là, qui choisit qui? Jeunes d'Afrique, est-ce que vous voulez la justice? Oui! Est-ce que vous voulez le développement? Oui! Est-ce que vous voulez la démocratie? Yes, we can! Mais le voulez-vous vraiment? C'est à vous d'en décider. La France ne choisira pas votre place. Mais, monsieur le Président, il y a longtemps que nous, jeunes Africains, on a choisi, hein, au Mali, au Togo, au Congo, au Rwanda, au Kenya, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Nous n'avions que nos mains et nos bras nus, parce qu'on va lâcher par la mitraille. Nous vendons notre sang. Et personne ne nous entend mourir. Hein. Mort anonyme. C'est ça, nous sommes des morts anonymes. Mais attention, enfants d'illustres morts. Patrice Lumumba, Ruben Onyobe, Amilcar Cabral, Steve Biko, Kelso Ruiwa, Tavio Amorin, Thomas Sankara et tant d'autres. Alors, Monsieur le Président, la décision, nous la portons chaque jour dans notre chair. Bon, c'est vrai que la relation entre l'Afrique et la France est une histoire partagée qui a connu des épisodes de violence, parfois des épisodes tragiques. Ensuite est venu pour les pays africains le choix des indépendances en 1960. Ce passage à l'indépendance se fait dans la paix, dans le dialogue, dans la confiance. Les 160 tirailleurs sénégalais massacrés à Tiaroy, les 89 000 morts malgaches, les 450 000 Camerounais tués par l'armée coloniale française et tous les autres Maccabées du même acabit peuvent enfin dormir en paix. À nous Français de renier tout paternalisme. Je refuse la posture d'une France donneuse de leçons. À nous aussi de débarrasser la relation Afrique-France de ces fantasmes, de ces mythes qui la polluent. Disons les choses clairement. La France n'a pas les intentions, les influences qu'on lui prête. La politique en Afrique de la France aurait pour seul objectif de s'accaparer les ressources zoologiques du continent. Franchement, c'est ridicule. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Mais je vais quand même répondre parce que je fais les questions et les réponses. À ceux qui pensent cela, je vais quand même rappeler qu'il n'existe plus de compagnie minière française en Afrique. Mais alors, Areva au Niger, c'est devenu une entreprise chinoise ou quoi? Ah, mais Nicolas Sarkozy, là, il parle beaucoup. Hein. Moi, je suis fatigué, je vais partir même. Mais je vais dormir un peu. Hein. Si fini, vous me dites. Hein. Moi, je suis fatigué. Ah. On dirait qu'il a fini. Hein. Mais où il est parti? Vous ne l'avez pas vu? Maintenant, il faut le chercher avec moi. Regardez sous les sièges, comme il est petit, il a pu se glisser sous les sièges. Maintenant, il faut nous le rendre. C'est notre Messie. Le gars a pris l'avion pour venir jusqu'à Dakar pour nous sauver. Regardez-nous notre Messie. Regardez-nous notre Messie. Oh! Rassurez-vous.
vous, chers amis, il est parti en visite d'amitié et de fraternité chez le doyen Omar Bongo, où des groupes traditionnels de femmes, balançant des seins de toutes formes et trémoussant des globes postérieurs, chantent les louanges des deux présidents pour les saluer à la sortie de l'aéroport. Et Omar Bongo, c'est l'avenir dont il nous parlait, ça? Mais Omar Bongo, là, c'est pas le type qui a dit que l'Afrique sans la France, c'est comme une voiture sans chauffeur, et que la France sans l'Afrique, c'est comme une voiture sans carburant? On dirait que c'est lui. Hey, mais où est la vertu dont Nicolas Sarkozy nous avait parlé? Mes jeunes amis, comme moi, Paul Biya du Cameroun, je suis toujours l'élève le plus dynamique de la classe. Je vais vous apporter mes lumières sur cette question. D'abord, il faut dire que le problème des Français, et d'ailleurs tous les Blancs ont ce même problème, c'est que vous n'avez pas le rythme dans la peau, vous dansez plus vite que la musique. Sarkozy lui-même, il sait ce qu'il voulait dire par rupture. À vrai dire, il y a plus rupture dans la forme, mais continuité dans le fond. Est-ce que c'est clair? Oui, d'accord. Donc rupture égale continuité. Dans ce cas, M. Larousse et Robert nous prennent vraiment pour des cons. Hein? Mais alors, est-ce que les autres mots du Larousse et du Robert ont bien le sens que nous leur prêtons? Par exemple, le mot démocratie. Et les mots droits de l'homme ont-ils encore un sens lorsqu'on sait que la Libye de Kadhafi était élue au Conseil des droits de l'homme de l'ONU? Et le mot indépendance. Indépendance, blabla, tous fusillés. Au table ronde, blabla, tu nous l'as dit. Oh, à Dakar, blabla, gagner Sarko. Et nos visas, blabla, tous oubliés. Et le mot noir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, comment ne pas être étonné que bien après le siècle des Lumières, la France ait toujours peur du noir. Même si le noir fascine. Oui, mes amis, le noir excite et le noir fait bander. Mais le noir est toujours brutal. Il s'installe dans nos villes et nos campagnes jusqu'au cœur de nos foyers. Le noir terrifie nos femmes et nos enfants. Car le noir, c'est la porte ouverte au crime, au trafic, au viol. Oui, mes amis, le noir est sauvage, il dévore tout. Alors, malgré les efforts des uns et des autres, nul ne s'habitue au noir. C'est une peur qui remonte à l'enfance. La France a toujours peur du noir, alors qu'en Afrique, on est bien obligé de faire avec. L'Afrique a réussi sa domestication du noir, il fait partie du quotidien, alors qu'en France, toute activité cesse en cas de délestage. Bonsoir. Définition du mot délestage. Alors, voilà, comme tous les étudiants de Middlebury, j'ai mon dictionnaire de poche. Alors, on dit la définition du mot délestage, action de délester. Supprimer momentanément la fourniture de courant électrique dans un secteur. Momentanément, c'est ça, ouais. Le momentanément des Blancs, là, ce n'est pas le même momentanément en Afrique, hein. Chez nous, momentanément, ça dure un bon moment. En tout cas, si dans nos pays africains, là, on galère souvent dans le noir, il ne faut pas s'en étonner. Tout comme nos hommes politiques, les installations électriques datent des années 70. Mais nos politiciens, là, au lieu de changer les pièces, ils comptent sur le bon Dieu pour faire fonctionner les machines. Mais ça ne marche pas, parce que Dieu n'est pas électricien. Ah, chers amis, quelle histoire. Quelle histoire. Comment l'Afrique va-t-elle s'en sortir de tout ça? Après le faux prophète de Dakar,
Y aura-t-il un autre Messie? Alors, gravement, une voix me répond. Afrique, en Afrique, il n'y a pas de problème. Afrique, en Afrique, il n'y a pas de problème. Je te propose un partenariat gagnant-gagnant. La Chine prendra tous tes minerais et toutes tes surfaces cultivables. Et en contrepartie, la Chine te construira des routes, des stades et des statues. La Chine te donnera des ouvriers chinois, disciplinés, non syndiqués et beaucoup plus travailleurs que tes ouvriers. Et la Chine te fournira tout ce que tu veux. Attends, j'ai un petit cadeau pour toi. Tu vas être content. La Chine te fournira tout ce que tu veux. Habits, jouets, véhicules, tireurs de pousse-pousse, pêcheurs au cormoran, rouleuses de nems, tailleurs de baguettes, réparateurs de bols de riz, gymnaste du Sétois, danseuse de l'opéra Pékin, vendeuse de lotus, Apple 100% américain made in China. Les Chinois, les gars là sont trop forts. Les gars vous fournissent tout. Et avec eux, tout est moins cher. Au point qu'à Douala, les prostituées camerounaises ont fait grève pour protester contre la chute des prix. Et qui est... C'est qu'elle a fait ça la même. Mais quelle est le monsieur qui a jeté comme ça des gâteaux à Douala? Ma soeur, nous on travaillé toute la nuit. Mais les nièvres comme ça là, elles viennent gâter le marché. En tout cas, les messieurs de là-haut là, ils n'ont qu'à régler cette affaire. Sinon, bon, on sort les dossiers sur tout le monde. Mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de demi-mouillé. Pour éviter une catastrophe nationale, le président de la Chambre de commerce et d'industrie a dû intervenir en personne. Pour relancer l'économie nationale, je ferai tous les clients habituels de nos boutiques culinaires de revenir à la consommation locale. À cela, le client habituel répond: pas question. Faut arrêter de dégamer. Depuis des années là, nous on mange toujours la même chose. Mais voilà qu'on a femme blanche là encore moins chère que nos sœurs. Et voilà, et ça c'est cadeau de Dieu. Femme blanche moins chère. Quelle femme blanche? Les héros là, en Europe on appelle ça jaune imbécile. Qu'ils appellent ça comme ils veulent, chacun ses goûts et ses couleurs. Fais chier au bord. En tout cas, contrairement à certains qui ne déversent sur l'Afrique que de produits d'occasion, la Chine, elle, inonde le marché africain de produits tout neufs, tout frais. Mais quand on voit la durée de vie de ces produits tout neufs, tout frais, on se dit que décidément l'Afrique adore se faire baiser. Non mais c'est comme tous ces gens-là qui se déclarent favorables ou non à la présence chinoise en Afrique et qui se boutent le museau dans d'interminables discussions entre... Moi je pense qu'avec les Chinois c'est beaucoup mieux. Hein. Non, pas du tout, chers collègues. Avec les Européens c'est beaucoup mieux. Ah, moi je dirais que c'est avec les Américains que c'est beaucoup mieux. Ah bon? Où est le mieux là-dedans? Tant que ce sont les mêmes élites proxénètes africaines qui exploitent l'Afrique au profit de leurs proches. Allô, cellule Afrique de l'Élysée, j'écoute. Ah oui monsieur, nous avons reçu votre demande, excellente. Alors, vous souhaitez changer de régime politique dans votre pays et vous préparez une rébellion pour installer une démocratie, c'est bien cela? Très bien, très sage décision. Eh bien, nous avons différents types de démocratie à vous proposer. Est-ce que vous connaissez nos produits phares?
Oui, démocratie version Paul Biya, c'est un de nos plus vieux articles, mais ça tient encore la route. Il y a aussi la démocratie version Denis Sassou Nguesso. Ah, vous connaissez la démocratie version Mobutu, très bien. Ah, mais tout à fait, vous avez raison, la démocratie héréditaire, ça existe. Est-ce que vous avez des enfants? Parce que c'est un nouveau produit très porteur, reconductif de génération en génération qui a tout l'avenir devant lui. Les versions togolaises, gabonaises et congolaises marchent très fort. Bien, monsieur, parmi cette petite, est-ce qu'il y en a un qui vous donnerait satisfaction? Nous lui proposons un kit avec assistance technique pour le montage. Sans oublier les coupons d'assaut de commandes d'armement. Ah oui, l'achat d'armes, Mirage et autres ferrailles français est non négociable. Ah mais oui, bien sûr. Nous avons différentes formules d'assistance technique. Opération Amaryllis, opération Mousquetaire, opération Enfumade, opération Turquoise, opération Bison, opération Épervier, opération Barracuda, opération Requin, opération Lamentin, opération Verveine, opération Limousin, opération Iscoutire, opération Yambo.
the African history has been a history of humiliation, a history of oppression, a history of discrimination. Really, we as Africans almost, we have every reason to say, I give up. But what I like about the African spirit is it never gives up. Je n'ai pas de mots. Je crois que c'est la première fois que je vois toute une salle applaudir. Et je pense que ça, c'est l'élan de l'école française de Middlebury qui part à l'unisson. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire. Je remercie évidemment Aline pour m'avoir invité déjà une première fois de participer l'année passée comme prof à cette expérience de Middlebury, de revenir encore une fois et là de présenter ce spectacle avec vous. Pour moi, ce spectacle, c'est comme une invitation à aller vers, de connaître plus l'histoire ou les histoires des Afriques, parce qu'il y en a plusieurs. Et n'hésitez pas, si vous avez envie, je suis là, on peut en parler à d'autres moments, vous m'attrapez quelque part et on en parle. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.